Bonjour mes amis des chemins de l'intuition. Eh bien aujourd'hui j'ai encore l'immense plaisir de recevoir une personne que j'ai déjà reçue souvent sur le blog, c'est Luc Baudin, qui vient de sortir un livre, Prévenir les infections saisonnières et récidivantes. Alors c'est un livre alors avec des méthodes naturelles, j'ai oublié aussi avec des méthodes naturelles. Et ça, alors c'est un livre, il vient de nous en parler, mais que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Il n'est pas très gros. Il n'est pas très cher non plus, donc tout le monde peut l'acheter parce que vraiment, il contient des indications vraiment fondamentales pour toutes les personnes qui aiment, comme moi d'ailleurs, me traiter, si j'ose dire, par les moyens naturels. Alors, bonjour Luc. Bonjour Sylviane et merci encore une fois de la joie de te revoir et puis toutes les personnes qui pourront nous écouter aujourd'hui encore. Et alors écoute, là je dois dire que tu es en rose, dans un milieu rose. Est-ce que tu vois la vie en rose? Mais je suis en train de faire ressortir un petit peu mon côté yin, tu comprends? D'accord. Alors, donc tu as écrit ce livre, Prévenir les infections saisonnières et récidivantes. Alors, tu parles énormément de choses. Alors, tu dis renforcer notre immunité. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé là bon, je sais que toi, tu pratiques, enfin, tu pratiquais l'homéopathie, tu es un ancien médecin, mais qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? En fait, c'est la résurgence un petit peu de mon expérience professionnelle. J'ai été médecin pendant 25 ans et j'avais beaucoup de patients qui venaient me voir pour leurs enfants qui avaient des infections récidivantes ou alors pour prévenir aussi les, les infections qui pouvaient survenir au cours de l'hiver. Il y avait des gens qui avaient aussi des bronchites chroniques, des infections urinaires chroniques, etc. Et donc, évidemment, il y a l'allopathie. On parle des vaccins, par exemple. Moi, j'ai jamais été opposé aux vaccins. Il y avait des personnes qui étaient, par exemple, chauds devant pour faire la vaccination contre la grippe. Je leur faisais le vaccin pour la grippe. Il y en avait d'autres qui refusaient. Mais si tu veux, même si on fait les personnes, je leur ai expliqué aussi, même si on fait le vaccin contre la grippe, il ne marche pas non plus tous les ans parce qu'on n'a pas toujours les bons germes qui sortent. Mais peu importe, mais même indépendamment de ça, c'est que ça ne les empêche pas de faire des sinusites, des bronchites, des rhinites, etc. Donc, il est toujours intéressant de développer. Et c'est pour ça que c'est selon l'importance des demandes que j'avais dans mon cabinet, je me suis dit, il faut vraiment transmettre ces informations au plus grand nombre pour que justement la meilleure manière de traiter, c'est toujours la prévention. Alors, tu dis effectivement, et toi comme ancien médecin, on le comprend, mais tu dis, et ça c'est important de le souligner, que ce n'est pas parce qu'on utilise des moyens naturels pour se soigner qu'il ne faut pas aller voir le médecin traitant s'il y a quelque chose. Hein. Alors on pourrait dire que c'est complémentaire, préventif et complémentaire. Est-ce que ça te va comme Oui, oui, définition? tout à fait. Ben, c'est un peu la vision des médecines naturelles d'une manière générale. Elles peuvent être alternatives au départ pour la prévention ou quand il y a les tout petites infections qui commencent, un petit on se tient, on se dit ah, mais tiens, je me sens pas bien, je me sens courbaturé, j'ai le nez qui coule. On peut commencer par ça moi d'ailleurs je donnais souvent ces remèdes-là à mes patients en préventif et je leur disais tenez, prenez ça et gardez ça dans votre pharmacie. Quand vous avez les symptômes qui commencent, vous prenez ça et si ça ne se passe pas ou si ça s'aggravait dans les 2, 3 jours qui suivent, là, vous venez me voir. D'accord. Alors, quels sont les moyens? Alors, moi, bien sûr, j'ai lu le livre. Alors, et je l'ai, donc ça va. Mais quels sont les moyens naturels avec lesquels, aujourd'hui, hein, au XXIe siècle, on peut se soigner? Enfin, en préventif ou en additif, on va dire. Oui, au début, on peut faire ces remèdes naturels en début de traitement, quand les premiers symptômes. On peut faire les traitements en même temps en complément, parce que en fait, vous allez voir un médecin qui avec une grippe aujourd'hui, s'il fait que de l'allopathie, il va sortir, vous allez ressortir avec un Doliprane. Donc Oui. c'est pas, donc là, il faut absolument donner des choses. Par contre, les antibiotiques, les choses comme ça sont à réserver dans les cas les plus importants. Alors c'est vrai que moi j'ai toujours dans mon arc, j'étais homéopathe à l'origine, mais j'ai fait aussi des formations en aromathérapie, en phytothérapie, en nutrithérapie et en oligothérapie. Donc tous ces remèdes qui sont des remèdes très simples et naturels, et j'ai vu des résultats vraiment
très probant avec mes patients et c'est pour ça que. Mais ce qu'il faut savoir aussi, avant même de parler des remèdes, etc., il est toujours intéressant parce que moi je pars de la base, mais je suis pas le seul. Toute la médecine naturelle est pareil. On parle de la base, le germe n'est rien, mais le terrain est tout. C'est ça, justement, c'est ça dont je voulais. Voilà, le terrain et tout, c'est ce que tu dis, hein. Bon. Oui, Alors, parce il y a pour moi, je suis toujours le petit canard qui pose des questions embêtantes. Je dis, OK, pendant le Moyen Âge, il y a eu la moitié de la population de l'Europe qui est morte des différentes épidémies de peste. D'accord, c'est terrible, c'est un fléau absolument affreux. Et je pose la question, mais pourquoi l'autre moitié n'est pas morte? bah oui, c'est ça, oui, effectivement, oui. Et pourquoi il y a eu des millions de morts avec la grippe espagnole pendant la Première Guerre mondiale, mais pourquoi il y en a pas eu encore davantage si elle était si virulente que ça? Parce que on voit ça. D'ailleurs, il y avait Luc Montagnier à l'époque qui en parlait très bien à propos du SIDA. Quand le SIDA se Oui, développe oui. d'une manière importante, il y avait des grosses campagnes pour inciter les personnes à porter les préservatifs au moment des rapports sexuels. Mais lui, il dit, mais c'était pas ça. Bien sûr, c'est important. Mais si on donnait aux Africains, parce que c'était surtout là-bas que ça se développait, des conditions de vie avec une nourriture correcte, avec de l'eau du robinet potable, avec un toit sur la tête, etc., bien l'épidémie peut-être ne disparaîtrait pas, mais deviendrait très, très limitée au niveau du nombre de cas. Voilà, parce que toujours une histoire de terrain, et c'est pour ça qu'il y a les deux principaux fléaux qu'on a dans notre société d'aujourd'hui, c'est la fatigue et le stress. Voilà, c'est ça. Parce que les deux sont les deux premiers qui font baisser l'immunité, de toute façon. Alors, la fatigue, on peut en parler parce qu'il y a beaucoup de gens fatigués, hein. Et là, je suis certaine que les gens qui vont voir, enfin, qui vont voir la vidéo, où ils sont fatigués, ou ils sont stressés, hein. Et des fois, ils sont fatigués parce qu'ils sont stressés. Alors, la fatigue, ça vraiment, c'est un mal occidental ou c'est mondial? C'est plutôt mondial si on prend la fatigue au sens large. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un bouquin sur un des prochains livres qui va sortir, ce sera sur la fatigue, justement. Parce qu'en fait, il y a il y a la fatigue banale qui vient à la suite d'un surmenage, Oui. d'un stress, etc. Bon, d'une jet lag, on peut voir aussi la fatigue qui peut venir pendant les grossesses, à la suite d'une infection, d'une maladie. Donc tout ça, ok. Mais après ça, il y a la fatigue qui est liée avec la dépression. Donc c'est d'autres styles, une autre fatigue, mais c'est aussi une fatigue qui est liée avec la dépression, le burn-out, la déprime. Après ça, l'autre qui commence à devenir plus embêtant encore, c'est que la fatigue peut être de temps en temps le premier symptôme d'une maladie Ah qui oui. se Hein, donc, par exemple, j'ai eu des personnes qui étaient très fatiguées, qui s'étaient amaigries sans raison, et en fait, ils étaient en train de développer un cancer dans leur organisme. Ça peut être aussi lié à certaines infections chroniques sous-jacentes. Ça peut venir aussi même de la fibromyalgie, etc. Et en dernier recours, ça peut être un syndrome de fatigue chronique, où est là où c'est vraiment des choses qui sont encore plus particulière, mais en France, il y aurait plusieurs 100 ou 200 000 personnes, 200 000 ou 300 000 personnes qui seraient touchées du syndrome de fatigue chronique, sans parler de la fibromyalgie, où ça irait de 1,5 million à 2 millions de personnes touchées par la fibromyalgie. Donc la fatigue c'est une des plus grosses indications pour aller consulter un médecin, de toute façon. Oui, alors là, on se contente pas de remèdes naturels. Ah, si, on commence par le B.A.-ba. On commence par le B.A.-ba, c'est-à-dire regardons déjà par le plus simple. Donc travaillons avec des vitamines, par exemple la vitamine C, la vitamine D. On peut prendre des fortifiants, on peut prendre faire un petit peu attention à son rythme de vie, etc. Et faut commencer par le bon sens, le départ. Et puis si on voit qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, ça change rien, ou si ça s'aggravait, ou si c'était important, il est évident qu'il faut consulter parce que là, ça nécessite de faire des bilans complets pour rechercher une cause médicale ou psychologique avec la dépression. Alors là, on parlait de la fatigue et le euh, pardon, le gros truc, c'est le stress. Le stress. Bah, tu sais,
Le stress est un phénomène mondial, en sens qu'on n'a qu'à il suffit d'ouvrir le journal télévisé et Ah oui, puis on ah se oui. stressé, hein. Parce que là, aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est on nous mélange tout. On nous mélange le passé, les faits du passé, on nous mélange les faits du présent et les faits du possible futur. Et donc, oui, il peut y avoir la guerre nucléaire, oui, il peut y avoir ceci, oui, il va y avoir une montée des eaux, etc. Donc, je veux dire que on est complètement angoissé. Et ce qu'il faut savoir, c'est la première chose que je conseille, c'est de se remettre dans le temps présent, dans le moment présent, de regarder ce qu'il y a aujourd'hui. C'est déjà bien suffisant. Oui. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le stress, pour nous humains, est anticipatif. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de stresser pour ce qui pourrait se passer. Et Pour le en général, conditionnel. conditionnel. En général, c'est ce qui pourrait se passer de pire. Mais on Oui. est complètement dans l'anticipatif. Et le futur, on ne peut pas le contrôler. Peut-être que ça arrivera, mais il y a quand même la plupart du temps, Dieu merci, ça n'arrive pas. Oui, oui, voilà. C'est donc ce qui pourrait arriver. Et alors là, alors là, là-haut, là, ça commence à turbiner. Ah, ça peut Hein. Ah oui, alors ça, pour turbiner, ça turbine. Alors, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de choses. On peut pas tout vous parler. Mais là, tu parles, il y a un produit, moi, que je prends en ce moment et que je pense qu'il est important, justement, pour la fatigue. Moi, on m'a dit que c'était bon pour la fatigue. C'est le magnésium. Alors, est-ce que tu peux nous parler du magnésium? Ben, le magnésium est à la fois indispensable, je dis bien indispensable à prendre en cas de stress et en cas de fatigue. Donc déjà, c'est très important Oui, parce que le magnésium, en plus, il y a un phénomène qui est terrible, c'est que quand on est stressé, on va fabriquer du cortisol oui. par les surrénales, qui va favoriser la sortie du magnésium des cellules et l'entrée du calcium. Et donc la sortie du magnésium, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de magnésium dans le sang. Et que vont faire les reins à ce moment-là? Ils vont se dire, oh, oh, mais il y a plein de magnésium, on élimine tout ce bazar-là. Mais seulement, il n'y a plus de magnésium dans les cellules, on élimine le magnésium dans le sang, si bien qu'on se retrouve avec un déficit magnésique d'une manière générale. Et plus le déficit est grand, et plus le stress est important, et plus la fatigue et plus la fatigue est là. Donc on tombe dans un cercle vicieux. Donc c'est pour ça qu'il est indispensable sans parler que le magnésium rentre dans un grand nombre de réactions chimiques de notre organisme, dont beaucoup de réactions chimiques de l'immunité. Voilà, donc c'est pour ça que mais il faut faire attention à ne pas prendre n'importe quel magnésium non plus. Bon, la plupart sont bien supportés, mais pour les personnes qui auraient des intestins fragiles, il y a des magnésiums qui peuvent être irritants. Donc c'est pour ça que je préconise dans ces cas-là de prendre plutôt du magnésium sous forme d'oligo-éléments. Ah oui, alors justement, je voulais te parler des oligo-éléments, on en parle beaucoup, hein. Alors, comment peut-on savoir quels oligo-éléments il nous faut? Parce qu'il y en a qui sont mélangés, il y a du zinc, il y a de l'or, de l'argent. Alors, moi, je suis un peu perdu dans les oligo-éléments, j'avoue que... Et c'est des produits que j'ai utilisés beaucoup et beaucoup aussi chez les enfants parce qu'à l'époque, on avait l'autorisation d'utiliser les oligo-éléments sur les enfants, ce qui n'a jamais posé le moindre problème. Et maintenant, c'est interdit pour les enfants. Pourquoi? Non pas parce qu'il y a eu des problèmes, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu d'études montrant D'accord, l'immunité chez les enfants. Ceci étant dit, je dirais qu'il y a deux types d'oligo-éléments, et ça, il faut bien le comprendre. C'est qu'il y a les oligo-éléments qui peuvent nécessiter, être utiles dans l'organisme, par exemple comme le zinc, qui va être un bon élément pour relancer la multiplication cellulaire, la régénération du corps, et l'immunité, le cuivre qui va agir contre les infections, etc. Donc le sélénium, tout ça sont des unitaires, je dirais. Et puis après ça, on a ce qu'on appelle les oligo-éléments réactionnels. C'est-à-dire que un complexe qui est intéressant, il y a le manganèse cuivre, il y a le manganèse cobalt, il y a le cuivre or argent, il y a le zinc nickel cobalt, etc. Donc ça, ce sont des oligo-éléments réactionnels, une oligothérapie réactionnelle qui va agir là sur les terrains. Ça va pas tellement agir sur les déficits, ça va le faire, bien sûr, mais si tu veux, c'est que c'est pas comme si tu prends du cuivre or argent, c'est pas comme si tu prenais les oligos de cuivre, les oligos d'argent, les oligos d'or. C'est un complexe qui va avoir une action spécifique sur le terrain. C'est pour ça qu'il faut déterminer le terrain donc c'est ce que j'explique d'ailleurs dans le livre, comment le voilà, déterminer. c'est ça. Mais alors, comment peut-on
Est-ce qu'on peut les mélanger? Comment? Et ben là, déjà, le cuivre or argent, il est déjà tout prêt. Donc, c'est des produits. Et il faut prendre si on veut travailler sur le terrain, il faut travailler sur le mélange cuivre or argent, le complexe. Si on veut travailler sur les déficits qu'il peut y avoir, là, on va prendre les unitaires. Ah, d'accord. Alors donc, alors qu'est-ce que tu appelles déficit? Si tu peux. C'est quand on manque de zinc. Tiens, je vais te Oui. donner un petit Oui. truc. Et que ça me fait rire toujours parce que ça on se rappelle très bien. Tu sais qu'en vieillissant, on manque tous de zinc. Ah, bah, alors là, je suis intéressé. Et tu sais pourquoi? Non. Parce qu'en vieillissant, on se dézingue. J'en sais quelque chose, hein, je ne parle pas. Oui, 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 on se désingue. J'en Donc, sais quelque chose. Mais c'est dis-le, avec cette petite phrase-là, ça fait choc et on oui, l'oublie. oui, 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 oui. Non, ben là, je vais pas l'oublier, ça c'est sûr, et les lecteurs non plus. Alors donc, on prend du zinc. Alors bon, moi évidemment, alors là évidemment, je suis je te remercie quand même de l'avoir souligné, Luc, c'est très gentil. Je suis complètement C'est dézingué. mal Alors pour moi aussi, hein. non, non, mais alors là, moi, je suis complètement dézingué. Alors là, il faut toujours prendre du zinc quand on est âgé. Oui, faut pas prendre toujours, mais faire des cures de zinc est toujours bien. En plus, en plus de relancer l'immunité, c'est quelque chose qui favorise la régénérescence cellulaire. Donc, c'est pour ça que ça permet de maintenir aussi la seule précaution bien que ce soit pas de notoriété publique, mais pour moi, je déconseille d'en prendre, par contre, en période de cancer, pour les personnes qui ont un cancer. Parce que comme ça régénère, faut Ah oui, régénérer les cellules bonnes, mais pas les mauvaises. Donc c'est pour ça que oui. il n'y a pas de preuve formelle. Il y a des personnes qui disent le contraire de moi, de ce que je viens de dire, mais moi je considère que la prudence est de mise Oui, jusqu'à ce qu'on oui, ait oui. des informations plus amplitude. Voilà. Alors, je voudrais que tu nous parles, parce que alors, de la flore intestinale, parce que ça, effectivement, c'est un des grands problèmes aussi chez nous, enfin en Occident. C'est à cause de la malbouffe, hein, sûrement, bien sûr, mais c'est voilà tous les problèmes liés à la flore intestinale. Alors, j'aimerais que tu en parles évidemment dans le livre, et si tu pouvais m'expliquer un peu mieux avec le problème des probiotiques et tout ça, des probiotiques et des symbiotiques, Ah. la différence, tu vois. Et les prébiotiques. Et les prébiotiques, oui, 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 j'avais oublié les prébiotiques. Bon, non, mais parce que je connaissais les probiotiques, je connaissais pas les symbiotiques et les prébiotiques non plus. Alors, oui, j'ai oublié les prébiotiques. Est-ce que tu peux nous parler la flore intestinale? Ça intéresse sûrement beaucoup de gens, ça c'est sûr. Pour moi, c'est un élément qui est énorme. Et d'ailleurs, je tiens à tirer mon chapeau au docteur Jean Seignalé, qui est décédé maintenant Oui, depuis plein d'années et qui avait écrit un livre remarquable sur les probiotiques ou la troisième médecine, etc. Et donc, il a été vraiment un grand précurseur qui a ouvert les yeux à beaucoup de personnes. Et pendant très longtemps, la médecine conventionnelle a dénigré tout ça. Et aujourd'hui, elle a étudié la flore intestinale. Et comme je dis souvent, si je suis sarcastique, c'est parce qu'ils sont aperçus qu'ils pouvaient en faire des médicaments. ah Voilà. oui, Donc, oui, voilà, voilà. Oui. mais c'est du sarcasme, hein. Je ne dis rien d'autre par rapport à ça. Mais ça n'empêche que même si c'est intéressé, ce que je ne veux pas faire de procès d'intention non plus, toutes les études qu'ils font elles sont extrêmement intéressantes et pertinentes, en sens que nous avons une flore intestinale, nous autres en Occident, qui est complètement Détraqué. détraqué à cause de la fatigue, à cause du stress, à cause des antibiotiques aussi. Faut pas. Moi, je suis pas contre les antibiotiques, hein, pas du tout, ça sauve les gens. Mais ce qu'il faudrait, c'est donner des probiotiques après avoir donné des antibiotiques. Les antibiotiques ont détruit la flore, ça a permis de sauver la personne de son infection. Après, il faut reconstituer la flore. Un peu la même chose avec la chimiothérapie, etc. Donc après, il y a beaucoup de parce que les antibiotiques, on les retrouve aussi dans certaines viandes où les éleveurs injectent des Oui. antibiotiques, surtout à l'étranger, pour faire grossir l'animal, etc. Et donc, on mange la viande avec les antibiotiques, etc. Donc, beaucoup d'éléments détruisent notre flore. Et donc, on se retrouve avec une flore qui est dégradée. La flore intestinale permet, on a une flore, le nombre de germes dans l'estomac ou dans l'organisme en général, eh bien, le nombre de germes est 10 fois plus important que le nombre de nos cellules.
On a 10 fois plus de germes que de cellules. Et si nous n'avions pas ces germes, on ne pourrait pas vivre. Parce que ces germes pour l'intestin, parce qu'il y a une flore au niveau vaginal, il y a une flore au niveau buccal, il y a une flore au niveau cutané également, qui sont nos défenses quelque part. Donc là, la première chose que fait la flore intestinale, c'est nos défenses immunitaires. Donc, si on n'a pas une bonne flore, on n'a pas de bonne défense, et donc ça peut favoriser les infections. Ça favorise aussi la mauvaise digestion, tous les Oui. problèmes d'inflammation, d'intestin, etc. Ça favorise aussi que la muqueuse intestinale, le mucus qui est sur la muqueuse est dégradé parce qu'il n'y a plus la flore pour la protéger. Et donc, comme il n'y a plus la flore, la muqueuse qui est en dessous devient porose et tous les polluants de l'organisme, les germes, etc., peuvent facilement rentrer dans l'organisme et favoriser un encrassement, des maladies, des infections, etc. Et la flore intestinale aussi permet de fabriquer un certain nombre de vitamines qui nous sont indispensables. Donc c'est pour ça que la flore est très très importante et donc on la repère évidemment aux troubles digestifs déjà au départ, les troubles de transit, les digestions lentes ou Le rapides. reflux aussi? Le reflux ça peut intervenir aussi dans le reflux, ça peut intervenir ou dans la mauvaise haleine, ça peut Ah, intervenir. Il y a d'autres causes bien sûr, mais ça peut intervenir. Et, et donc, la flore intestinale est vraiment un élément très important et c'est pour ça que je conseille, d'une manière systématique, d'utiliser des probiotiques régulièrement tous les ans. Pas tout le temps, mais en particulier quand on a des problèmes d'intestin. Il est intéressant de prendre des probiotiques à ce moment-là, que ce soit la constipation ou la diarrhée d'ailleurs. Mais, et puis après ça, de faire ça peut-être, s'il n'y a pas de gros problème, on peut faire ça pendant un mois, par exemple 2 fois par an, histoire de refaire un petit peu la flore. Alors pour te répondre aussi, les prébiotiques sont des substances qui favorisent le développement des germes de germes bénéfiques de notre intestin. Donc il faut qu'il y ait ces germes. Et à ce moment-là, avec les probiotiques, ça va favoriser leur multiplication et donc leur efficacité. Mais il faut qu'il y ait les germes. Et les probiotiques, eux, vont apporter des germes. Parce que souvent, quand il y a une dégradation, il peut y avoir une diminution du nombre, mais il peut y avoir aussi une diminution de certaines catégories. Parce qu'il y a plein de catégories, il y a beaucoup de germes différents dans la flore intestinale. Et il peut y avoir une catégorie qui est disparue à cause des phénomènes dont on a parlé tout à l'heure. Et à ce moment-là, les prébiotiques ne pourront pas les amener. Eux, ils ne font que développer ce qu'il y a déjà. Les probiotiques vont amener des germes qui faisait défaut. qui sont disparus, voilà. Voilà. Donc là, et le symbiotique, sont des produits, mais ça on en utilise, il y en a pas beaucoup, mais c'est pas plus mal d'ailleurs. Enfin, ils sont intéressants, plus je veux dire, c'est à la fois des pré et des probiotiques, c'est les deux réunis. Ah Mais bon? Alors, on les prend quoi? Pourquoi? Alors, si ça existe, on peut pas prendre les symbiotiques alors? à ma connaissance, il y a pas beaucoup c'est pas beaucoup commercialisé sous cette forme-là. En prébiotique, c'était classique, on donnait autrefois l'ultralevure. Ah bah oui, c'est ça, oui, oui, oui. Oui, Était déjà intelligent. On donnait déjà de l'ultralevure en même temps que les antibiotiques. C'était très courant autrefois. oui, 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 je me rappelle, oui, oui. Et ça se fait plus du tout, ça, alors que c'était au moins, ça permettait de lutter contre la dégradation de la flore. Ça ne ramenait pas les germes qui pouvaient être détruits, mais c'était déjà une prévention qui était intéressante, intelligente. Voilà, donc c'est pour ça que les dérèglements des probiotiques de cette flore a des répercussions sur plein de niveaux. Et en particulier, ça a des répercussions même au niveau psychologique. Ça a des répercussions au niveau neurologique, c'est-à-dire que la régénération de notre cerveau dépend aussi des intestins. Ça va agir aussi sur le poids. Et on s'est aperçu, par exemple, ça c'est toutes les recherches que fait les laboratoires actuellement et qui sont passionnants. Et donc on s'est aperçu que les personnes qui avaient des surpoids n'avaient pas les mêmes flores intestinales que les personnes qui étaient de poids normal. Et si on reprenait la flore d'une personne de poids normal et qu'on la transmettait à une personne qui était en surpoids, eh bien, ça l'aidait à perdre du poids. Alors, alors là, j'ai pas compris, je vais pas accompagner. Quand tu es en surpoids, qu'est-ce qu'il faut prendre alors?
Des Là, il y probiotiques. a des médicaments qui commencent à sortir, qui sont tout simplement d'utiliser des flores intestinales de près. Ils ont prélevé des flores intestinales de personnes en poids normal, qu'ils ont mis sous forme de gélules et qu'on peut transmettre à ce moment-là aux personnes qui sont en surpoids, ce qui permet de leur changer leur flore intestinale et ainsi de les aider, parce que ça ne fera pas tout, mais les aider à perdre du poids. Ah, d'accord. Bon, oui, parce que là, il faut accompagner là. Mais Alors, c'est est-ce que les probiotiques, tout le monde devrait en prendre? Moi, ce que je te dis, c'est qu'il faudrait vraiment en prendre systématiquement une petite cure de 1 mois, 1 ou 2 fois par an. Ça me paraîtrait raisonnable par rapport à ça. Alors tu dis qu'il y ait 10 milliards de germes, hein? Par Alors, prise. comme Par prise. par prise, oui, 10 milliards de germes. Alors, la question est, comment peut-on savoir euh, que, que la marque, enfin, il y a tout un tas de marques devant nous. Alors, on va pas parler de marques, mais comment peut-on savoir que c'est le bon probiotique qui nous convient, enfin, c'est celui qui nous convient? Déjà, la première chose, c'est de regarder sur l'étiquette la concentration de germes par gélule ou par sachet. Parce qu'avant, c'était beaucoup des sachets qu'on mélangeait dans l'eau à jeun, et ça, c'est très important. Ah, c'est Euh, à jeun qu'on les prend, d'accord. Très à jeun, on peut le prendre, mais c'est vraiment là où il y a la meilleure efficacité, c'est de le prendre le matin à jeun, une dizaine de minutes avant le petit déjeuner, par exemple. Et puis après, donc il faut regarder sur l'étiquette la concentration des germes par gélule ou par prise. Voilà. Et puis après, parce que si c'est 2 gélules, bah, il faut que chacun ait 5 milliards, par exemple. Et donc, ça, c'est la première chose. C'est 8 à 10 milliards par prise. Et puis après, il y a comme je le dis tout à l'heure, il y a beaucoup de germes différents dans la flore intestinale. Pour chacun est particulier. Il y a des personnes qui vont avoir un groupe qui va être déficitaire, alors que pour l'autre, ce sera un autre groupe. OK? Et inversement, les probiotiques, selon les marques, ne sont pas formés par les mêmes germes, n'apportent pas forcément toujours les mêmes germes. Et on ne peut pas savoir a priori quel est le déficit de la personne exactement. Et c'est pour ça que je conseille de commencer par prendre un probiotique dans une marque sérieuse. Et puis à partir de ce moment-là, et comme tu le disais, moi je donne aucune marque, je ne travaille avec aucun laboratoire et je suis complètement indépendant. Mais prendre des marques qui ont déjà pignon sur rue, je dirais quelque part, et puis de ne pas hésiter d'en faire par exemple pendant 1 mois. Au bout d'1 mois, on fait le point. Soit on a senti une amélioration, ça veut dire que on est tombé sur non pas sur un meilleur, mais sur celui qui contient les germes Convient, qui. qui nous convient, quoi. Voilà. Donc on continue à ce moment-là, s'il y a des symptômes, jusqu'à ce que ça s'amende ou ça disparaisse. Par contre, si au bout d'1 mois, il n'y a pas franchement de changement, le mieux est d'utiliser une autre marque qui contiendra d'autres germes et qui pourront peut-être à ce moment-là agir là où le premier n'agissait pas. De toute façon, ça nous fait pas mal, ça peut pas faire de mal. Non, 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 non. La seule contre-indication, mais c'est vraiment formel, ce serait les personnes qui auraient un intestin hyper dégradé, avec une muqueuse intestinale qui serait complètement gruyère et donc qui pourrait favoriser l'entrée des germes dans le corps. Mais sincèrement, personnellement, j'en ai jamais vu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais voilà. Donc, c'est bon pour nous. Alors, Voilà. Après, il faut les adapter. Il y a les dosages qui vont être adaptés aux fonctions des oui. âges, hein, également. Mais tu sais, Alors, il y a un petit truc qui est tout simple hein, aussi, parce que pour les gamins, c'est aussi très important. Et ça, je vais pas faire attention à ça, mais ce qui est intéressant, c'est que par rapport au mode de naissance de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant, quand il passe bien par la filière normale, c'est-à-dire vaginale en particulier, eh bien, il va à ce moment-là attraper les germes de la maman et faire sa flore intestinale. Par contre, un enfant qui est né par césarienne ne va pas bénéficier de cet ensemencement-là,
et peut avoir à ce moment-là des problèmes. Alors le lait de la maman est très important, surtout le premier lait, le colostrum, et qui lui va lui aussi apporter ce qu'il faut, même si la maman veut pas ou peut pas allaiter, qu'elle essaye au moins d'avoir les premiers jours avec ce colostrum qu'elle transmet aux enfants, et ça c'est extrêmement important pour rapport à ça, pour l'ensemencement, et de temps en temps on peut être amené à amener des probiotiques chez les enfants à cause de ça. Alors, c'est vraiment très bien. J'allais parler des laitages parce que depuis qu'on est jeune, bon depuis puisque je suis dézinguée maintenant, donc Ah, j'ai pas donné de nom, Sylvia. bon, mais on a beaucoup. Bon, moi je sais que les laitages, ça n'est pas vraiment. Par exemple, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est quand je mangeais beaucoup de laitage, enfin beaucoup de fromage et tout ça, ça me déclenchait souvent des otites. Ou enfin, c'était pas des otites, c'était des la cire. Tu sais, j'avais beaucoup de cire dans les oreilles. Alors, mais ça c'était. Alors, je sais pas, toi quand même ancien médecin, mais c'est vrai que je m'en suis rendu compte. Alors, on dit que le lait de vache n'est pas bon, vraiment bon pour l'être humain. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, bah, il y en avait un qui avait sorti un bouquin, Le lait de vache, une vraie vacherie, mais donc, bah, c'est Oui, sûr ça que dit bien ce que ça veut dire. ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a deux éléments, hein, déjà qui sont intéressants, c'est que le lait de vache est très différent du lait humain de la femme. Donc c'est pour ça que déjà même pour les enfants c'est pas le top. Et là j'avais vu ça quand j'avais été visiter un vieil orphelinat, enfin c'était un musée maintenant, et il racontait que quand il récupérait les enfants qui avaient été abandonnés, il les nourrissait pas au lait de vache, il les nourrissait au lait d'ânesse, parce que le lait de jument et le lait d'ânesse c'est déjà plus proche, mais il ne peut pas remplacer le lait de la maman parce qu'il y a toujours des éléments qui sont extrêmement. Alors le lait peut aussi favoriser des irritations. Ça peut favoriser également des intolérances alimentaires. Donc ça aussi, et ce qu'il faut bien savoir, c'est que, et ça c'est essentiel, allez, je vais raconter ça quand même parce que Oui, ça, oui, raconte, raconte. elle me fait toujours rire parce que moi j'ai exercé pendant très longtemps en Normandie. Normandie, bah évidemment, on est entouré de prairies, de vaches, etc. Et donc, je leur disais à mes patients, à mes Normands, moi j'en suis un aussi, et donc je leur disais, bah, vous voyez toutes les vaches qui sont dans les champs là, elles mangent de l'herbe, elles boivent pas de lait tous les jours, elles nous produisent des litres et des litres de lait tous les jours. Elles sont pas décalcifiées, mais pourtant elles boivent pas de lait. Et alors là, il y avait les yeux qui s'arrondissaient, le cerveau qui se mettait en ébullition et qui se dit mais bon sang, mais c'est vrai, mais c'est très juste. Et genre je les rassurais tout de suite en leur disant c'est pas la peine d'aller manger l'herbe avec la vache, mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'il n'y a pas de oui parce qu'on plaisantait beaucoup avec les patients, ça permet d'aérer, d'alléger un petit peu les choses, mais de bien marquer aussi les esprits. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bon calcium que l'on a, qu'on peut trouver, ça se trouve dans les fruits et dans les légumes. Parce que le lait de la vache, c'est pas le top. Et j'enfoncerai la dernière chose le clou, c'est qu'il n'y a aucun animal dans la nature qui boive du lait à l'âge adulte. Et encore moins le lait d'une autre espèce. Et on sait très bien que la seule race que je connais et qui boit du lait régulièrement parce qu'on leur en donne, et là c'est pas bien non plus, c'est les chats. Et quand on donne du lait aux chats, ça leur donne la diarrhée très souvent. Eh ben moi mes chats ils n'aiment pas du tout le lait. Ils sont Je bien, leur ils en sont. donne pas de toute façon depuis des années. Mais j'ai essayé une fois ou deux, tu sais, de voir. Mais tu sais, les chats, ils ont cet air un peu hautain quand ils n'aiment pas quelque chose. Ils me regardent Ouais, comme ça. Non, 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 pas du tout. Alors, ouais, donc là, le lait, effectivement, à consommer avec beaucoup de modération. ouais. Ça ne veut pas dire, moi je suis toujours, je disais toujours, il est interdit d'interdire. Oui. Ben, comment veux-tu, dans un pays où on fait des si bons fromages, Ah oui, oui. interdire le fromage? Moi-même, j'en prends. Je prends pas de lait dans mes cafés, dans mes thés ou mes choses comme ça. J'en prends pas. Mais ça m'empêche pas. Je prends plutôt des compotes que des yaourts, mais ça m'empêche pas de manger des yaourts de temps en temps. Ça m'empêche pas de déguster. Mais là encore, je le prends pour le plaisir, mais je le prends pas en me disant c'est pour mon calcium. Ça, Ah oui, 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 c'est oui, oui.
Mais encore des trucs qu'on nous a racontés quand on était petit et qui sont pas vrais du tout. Enfin, après, les choses progressent aussi. La médecine progresse beaucoup. On fait de plus en plus d'études, hein. Mais tu sais, le plus rigolo, c'est qu'on a les preuves sous les yeux, avec les vaches, Bah oui. et tout ça. Tu sais, il y avait un ami, il me dit, oui, oui, je me suis mis à la muscu, donc je veux me faire du muscle, etc. Et donc je mange de la viande, etc. pour me développer la musculature. Et puis je lui dis, mais dis donc, t'as vu les chevaux? Ah oui, oui, ils sont costauds, hein. Ah oui, oui. Le taureau, oh bah le taureau, il est costaud aussi. Bah, ils sont végétariens. Oui, 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 oui. Parce que les gens me disent toujours justement ça. Mais vous n'avez pas, mais c'est bizarre, vous êtes végétarienne, mais alors comment vous faites? Vous ne mangez pas du tout de viande? C'est pas bon de pas manger de viande. Bah, j'ai échappé à la vache folle, hein, Mais c'est, depuis qu'à- Mais si tu veux, c'est là encore rien n'est un. Je suis pas végétarien non plus. J'aime bien manger de la viande de temps en temps, mais il faut des protéines. Donc on peut trouver les protéines dans d'autres choses, comme tu le sais, comme Oui, oui, certaines légumineuses, comme on peut manger des œufs. voilà. Là on peut manger un peu de laitage parce que ça apporte des protéines là par contre. Mais Puis voilà. quand même, se priver de bons fromages, oh là là. Non, alors là, ça serait du masochisme, hein. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, Moi, là, ah, rappelle-toi, chez moi, il est interdit d'interdire. oui, ça, c'était en mai 68, hein. C'était en mai 68, il est interdit d'interdire. Alors, on va parler, alors du foie, hein, si on peut parler du foie, parce que ça, c'est vraiment un grand sujet, hein, le foie. Et donc, tu en parles, et tu dois, alors, le foie, comment peut-on avoir un bon foie? Voilà. Déjà, il y a déjà tout simplement avec une alimentation qui soit équilibrée, hein, parce que là, on commence à parler de plus en plus de problèmes des aliments ultra transformés maintenant, avec à très juste titre, avec tous les plats préparés, etc., Oui. qui nous simplifient la vie d'une manière considérable. Mais d'un autre côté, il y a plein de cochonneries qui sont mélangées dedans avec les réhausseurs de goût, donc c'est qu'il faut vraiment déjà faire attention à son alimentation et c'est un peu, d'ailleurs, le foie est un élément clé, à mon sens, aussi au niveau de l'immunité. Et c'est pour ça que moi, je conseillais très souvent, et je conseille d'une manière générale, aux personnes qui ont un début d'infection, quand ils sont fatigués, etc., commencer par alléger le foie. Et en quoi faisant? Bah, c'est-à-dire, là encore, c'est en évitant tout ce qui est sauce, donc tout ce qui est lourd, les charcuteries, les choses qui sont lourdes à digérer, les plats, les fritures, etc., les laitages, parce qu'ils sont lourds à digérer, et puis après ça, tout ce qui est sucreries, gâteaux, chocolat, etc. Déjà ça, ça va déjà le soulager par rapport à ça. Après ça, le fait de bouger, de remuer, ça va continuer à faire. De boire beaucoup d'eau va contribuer à le faire. Il y a des remèdes aussi qui sont à base de plantes et qui sont très intéressantes pour stimuler, nettoyer le foie régulièrement parce que le foie trinque et le foie, c'est symboliquement en rapport avec la colère aussi. Oui, 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 oui. Oui, oui, Donc, il y a donc beaucoup de gens en colère, donc beaucoup de gens qui ont mal au foie. voilà. Et alors la colère favorise ça, le foie, et puis le foie encrassé favorise aussi la colère qui peut être exprimée à l'extérieur, mais qui peut être intérieure, ce qui est pas forcément le mieux d'ailleurs. Oui, ah oui, non, ça c'est sûr. Alors, tu nous parles de détox aussi, hein, de détox. Alors, tu donnes tout un tas de. Alors là, je voulais juste te dire qu'il y a beaucoup tu donnes les exemples, etc., etc. Puis après, il y a effectivement tous les remèdes naturels que tu nous donnes. Alors, c'est les oligo-éléments, l'homéopathie. On choisit. Après. Après la détox, pour ne pas oublier, je voudrais savoir après comment on emploie un truc et pas un autre. Voilà. Mais d'abord, je voudrais que tu nous parles de la détox. On a parlé du foie. Alors, comment faire une bonne détox? Ah bah, tu sais, de toute façon, c'est d'une manière générale, hein, mais ce qu'il faut, on se focalise très souvent sur le côté physique, c'est-à-dire bien sûr, ce sera une alimentation saine. Bien sûr, on sait aujourd'hui que l'alimentation type méditerranéenne est la meilleure qui soit parce qu'elle prévient un grand nombre de maladies, etc. Donc, alléger ce que je disais, tout ce qui est friture, toutes ces sauces cuites, charcuterie, laitage, graisse cuite pendant quelques temps
temps, c'est pas non plus à vie. Boire beaucoup d'eau pour laver, surveiller son intestin, voir s'il fonctionne bien, parce que là encore, ça, c'est un exorcisant. L'activité physique, la bonne oxygénation, donc tout ça, on le sait, c'est Oui, des oui, oui. souvent, mais ce qu'il faut, c'est pas hésiter non plus à diminuer la quantité des aliments aussi, réduire la quantité alimentaire. Il y a, il y a un, il y a un jeûne que je conseille, c'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. C'est-à-dire que c'est assez facile à faire en ce sens que on fait que 2 repas par jour qui sont pas très éloignés et puis tout le reste du temps on reste à jeun, ce qui n'empêche pas de pouvoir boire de l'eau si on a Oui. soif, bien sûr. Donc ça veut dire que entre ces 2 repas qu'on peut manager en fonction de nos activités personnelles, professionnelles, eh bien ça nous laisse à peu près dans les 16 à 18 heures sans manger. Si bien que l'organisme à ce moment-là est au repos. Mhm. L'intestin, la digestion est au repos et il peut récupérer. Et donc, ça laisse, et comme ça, on n'est pas sans aliments parce qu'on se mange 2 fois par jour. Donc, on n'est pas sans aliments, c'est pas et ça va permettre, on s'est aperçu que ça pouvait même permettre de prévenir le diabète, par exemple. Ça pouvait agir sur des choses, ça peut agir aussi d'une manière limitée, mais sur le surpoids, etc. Donc, ça a des vertus très intéressantes. Il n'y a pas besoin non plus de faire ça tout le temps, mais de faire des petites cures. Et comme dans le régime Okinawa, indépendamment de ce jeûne intermittent, il peut faire attention à la quantité que l'on mange et surtout, même si on ne fait pas le jeûne intermittent, c'est d'éviter tout le grignotage. Ah oui, ça, Ah oui, beaucoup de gens grignotent, hein. eh ben oui, parce que le truc, c'est que quand on grignote, eh bien, ça fait fonctionner le tube digestif. Et le tube digestif, à ce moment-là, il est toujours en action. Et donc, Oui. il a plus de moment de repos. Et il y avait une autre chose aussi qui m'a beaucoup, moi j'adore l'histoire, mais l'histoire officielle, l'histoire secrète, l'histoire, bref, toutes les histoires, tous les mythes, les légendes. Et il y avait on parle beaucoup de la route de la soie, mais il y avait, de toutes les époques, il y a toujours eu une route qui a toujours existé, qui était la route des épices, qui était la même que la route de la soie. Mais c'était pas la soie qu'elle transportait, c'était les épices. Parce qu'en fait, les anciens, au Moyen-Âge en particulier, ils travaillaient beaucoup avec la médecine arabe qui venait de la médecine grecque en fait, et donc ils sont aperçus qu'avec les épices, eh bien, ça améliorait la digestion. En améliorant la digestion, ça améliorait l'état général. En améliorant l'état général, ça améliorait la prévention des infections. Donc les épices, bah, bien sûr, c'est le poivre, la moutarde, etc., qu'on pouvait amener, du curry, etc. Mais nous, dans notre pays, qu'est-ce qu'on a? On a des choses qui sont merveilleuses aussi. On a tous les condiments, donc avec l'ail, les oignons, etc., qui permettent aussi d'améliorer cette digestion. L'ail est un remède naturel. Ah oui, oui, là, on en parle beaucoup. Hein, ça, c'est. Ah, puis alors, on est le 31. Là, l'interview sortira plus tard, mais au moment d'Halloween, les sorcières, on mettait de l'ail dans les maisons. Hein, mais c'est vrai, au Moyen Âge, pour conjurer cela. Donc, Tiens, je vais te pour. donner un petit Oui. truc qui est en rapport avec le bouquin d'ailleurs. Je sais pas si je l'ai marqué dans le bouquin. Donc c'est un scoop. C'est un scoop. C'est un scoop. C'est les anciens en Normandie. Ils prenaient des oignons. Ils mettaient un oignon dans chaque pièce pendant l'hiver. Et d'après eux, l'oignon allait se charger de tous les germes, de toutes les germes qu'il pouvait y avoir dans cette pièce au cours de l'hiver. Et au printemps, évidemment, il n'était pas question de manger les oignons, il était question de les jeter. Voilà. Alors, un Alors, oignon de n'importe quelle taille. oui, il ne faut pas qu'il soit trop petit quand même, mais Oui, voilà, un oignon normal. oignon, voilà. Voilà, un oignon normal. Alors, J'aurais pas pu mieux dire. oui, un oignon, voilà. Alors là, comment on peut savoir si on prend des oligoéléments, si on fait des oligoéléments, de l'homéopathie, de la phytothérapie, comment on peut savoir? Parce que après, comment on choisit finalement?
Eh ben voilà pourquoi le bouquin est intéressant. Eh Parce ben que, voilà, 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 voilà. en fait, ce que j'ai mis à part les grandes lignes qu'on vient de dire là tout de suite, il y en a d'autres encore qu'on n'a pas évoquées avec plein d'autres choses, les problèmes qu'il peut y avoir au niveau des fratries, Oui, des... bah si, non, 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 on n'a pas totalement fini. Ah, on n'a pas totalement fini, bon. Et, et là, tu as encore des cartes dans ta poche. Et donc, le truc, c'est pour ça que j'ai donné euh, différents protocoles selon les goûts et les aspirations des personnes. Déjà, j'ai dit les cuivres, les oligo-éléments, on peut pas les donner aux enfants. Donc ça, c'est classé, voilà. Donc on va leur donner autre chose. Donc il y a l'homéopathie qui marche très très bien avec les enfants parce qu'ils les supportent bien, etc. Mais j'ai aussi indiqué des remèdes, comment dire, à base de plantes qui peuvent être utilisés aussi bien chez les adultes que dans certains cas chez les enfants, etc., ou même chez les femmes enceintes. Ça aussi, c'est un problème Ah oui. important à ne pas oublier, ou les femmes allaitantes aussi, faut pas oublier. Et donc, tout ça, il y a des personnes qui aiment bien les oligo-éléments, d'autres qui aiment bien l'homéopathie, d'autres qui aiment bien les plantes, etc. Donc, j'ai essayé de montrer des différents protocoles pour que chacun trouve le protocole qui correspond à ses, à ses aspirations, à ce qu'il attend. Moi, c'est ce que je voyais dans mon cabinet. J'avais des personnes qui aimaient bien l'homéopathie, d'autres qui voulaient les plantes, d'autres qui voulaient de l'aromatothérapie, etc. Donc, comme j'avais la connaissance de ça, ben je m'adaptais à chaque patient, en fait. Et c'est ce que j'essaye de faire, montrer un petit peu à l'intérieur de livres qu'il n'y a pas un protocole, il y a des protocoles en fonction de ce que nous, on veut ce On qu'on aime. recherche, qu'on remède, quel est Oui. le type de remède qu'on aime bien. Pour les Est-ce qu'on peut les mélanger? La plupart du temps, oui. La plupart du temps, oui. Hein? L'homéopathie est souvent chez les enfants. Les enfants, ils adorent ça. Et puis, ils rappellent même quand ils n'ont pas pris leurs homéopathies. Maman, moi, je veux des petits bonbons. Et j'explique aussi comment on peut utiliser l'homéopathie chez les nourrissons. Parce que moi, je déconseille, on peut le faire, on pourrait le faire, de mettre 3 granules et puis garder le petit nourrisson dans les bras jusqu'à ce qu'il soit fondu. Et puis, qu'est-ce qu'on risque? C'est qu'il y a une granule qui passe dans les bronches. Donc, si c'était le cas, la granule est le fond et puis c'est tout. Mais pour éviter tous les problèmes, je conseille au moment de mettre ça, de faire fondre les petites granules de la journée dans un biberon et puis de donner De ça alors donner, deux, de trois fois donner au par bébé. Alors voilà. justement, hein, là, justement, pour terminer, c'est marqué les fratries parce que c'est important. Au moment donc je remonte le livre, prévenir les infections saisonnières et récidivantes. Alors effectivement, quand il y a des fratries, il y en a un qui tombe malade, poum, ça y est. Après tout le monde tombe malade. Alors tu conseilles, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez un de vos enfants, on a un de nos enfants qui tombe malade pour pas que tous les autres, eh ben, ils attrapent le même rhume ou la même grippe. Eh oui, eh oui, oui, parce qu'en plus, ils ont le même mode de vie, même alimentation, ils n'ont pas forcément le même terrain parce que chaque enfant est différent, mais il y a déjà des similitudes qui vont favoriser, et c'est un peu le même problème avec quand ils vont à la garde de garderie, les tutus Oui. qu'on met dans la bouche, les petits chiffons, etc. Il faut penser à les nettoyer régulièrement, les désinfecter d'une manière régulière, et c'est pour ça que dès qu'il y en a un qui tombe malade, on commence déjà à travailler, à prévenir un petit peu les autres sans attendre que ça se déclare. Et puis, quand j'avais plusieurs enfants d'une même fratrie qui venaient me voir pour prévention des infections de l'hiver, donc j'avais pitié des parents, dans ce sens que je ne vais pas donner à chaque enfant un traitement différent, parce que là, les Non. pauvres, ils vont Ah s'arracher les oui. cheveux. Donc là, j'essayais, dans la mesure où c'était possible, parce qu'il y a des fois, il y avait des terrains qui étaient vraiment très différents, mais j'essayais de trouver un traitement unitaire pour l'ensemble. Donc, il suffisait à ce moment-là de mettre les enfants à la queue leu et puis de leur donner des granules. Et de leur donner, voilà. Alors, pour terminer, hein, parce que tu dis, c'est avec des remèdes naturels et c'est pour renforcer nos défenses immunitaires, parce que c'est ça, hein, c'est à partir du moment où il y a quelque chose, où on est fatigué, où on est stressé, bon, on est plus réceptif. Hein, alors là, c'est pas dans le bon sens du terme. Alors, pour terminer, qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour vraiment
renforcer nos défenses immunitaires pour ne pas tomber malade cet hiver? Oh, bah, je vais déjà donner un remède. On va commencer simple. On a parlé tout à l'heure des oligo-éléments. Le complexe cuivre-or-argent. Je dis bien Mhm. le complexe, c'est pas du cuivre plus un autre remède cuivre-argent. Non, c'est un remède qui s'appelle le cuivre-or-argent et de prendre ça tous les jours ou un jour sur deux. Voilà. Et pour te dire que combien c'est efficace ce remède-là, j'avais évidemment des patients, malheureusement pour eux, qui avaient le cancer et qui avaient des chimiothérapies. Et quand ils avaient des baisses immunitaires importantes, je leur donnais ce remède-là en homéopathie et qui avait une efficacité très intéressante pour les aider à remonter leur immunité. Donc c'est déjà, on va commencer simple. Quand il y a ce remède-là qui est pour l'adulte, évidemment, mais bon après, il y en a plein d'autres que j'explique aussi dans ce livre. Et puis je donne aussi des pistes parce qu'il y a des cas où qui sont vraiment difficiles, compliqués. Je pense aux infections chroniques, Oui. persistantes, etc. Donc là, il faut vraiment creuser un peu. Et je donne aussi des pistes, des examens, des thérapies qui peuvent être intéressantes. Là, il faudra l'aide d'un médecin, mais on peut trouver des médecins qui pratiquent ces thérapies et qui pourront aider les personnes dans les cas résistants. Il y en a, ça arrive toujours. Il y a toujours des personnes qui peuvent être résistantes. Et puis, j'explique aussi ce que représente euh, les infections au niveau de la symbolique. Oui, bah tu as sorti aussi un livre, hein, je t'avais interviewé là-dessus, donc sur la symbolique précisément des maladies. Voilà. Et l'infection est un cas un petit peu particulier, en ce sens que l'infection arrive souvent dans les stades de guérison d'un conflit. Je dis bien de guérison, très souvent. Pas systématique, on va pas. Mais Oui. j'avais le cas comme ça, si j'ai le temps, je vais te raconter. J'avais Oui, on a le temps, oui. une petite fille qui devait avoir, je sais pas, 6 7 ans, j'en sais rien, et qui devait partir en classe de neige. Première fois qu'elle allait quitter papa-maman pour aller avec sa classe à la montagne. Donc elle avait très peur, très peur, très peur. Tous les jours, elle disait à sa maman qu'elle avait peur, qu'elle avait peur, qu'elle avait peur. Et puis quelques jours avant le départ, elle dit à sa maman, bah tu sais, maintenant, aujourd'hui, bah ça me fait plus peur. Je suis même contente de partir. Elle avait donc résolu son conflit. Le soir même, infection urinaire. Et pourquoi infection urinaire? Parce qu'en fin de compte, avec le conflit, elle devait partir de chez elle pour aller à la classe de neige. Changement de territoire. Et les urines, la vessie correspond au conflit de territoire. Donc c'était une infection urinaire qui s'est développée parce qu'elle avait solutionné aussi son problème. C'est incroyable finalement quand on y pense, hein. C'est incroyable. Et mais si tu veux, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la soigner, cette infection urinaire. Ah oui. Ah, faut pas ça veut pas dire du tout ça, parce il y a des personnes qui meurent d'infection, ou qui font des péritonites, ou qui font des septicémies. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est qu'il faut aussi, ça n'arrive pas non plus Par n'importe hasard. quoi, par hasard. Parce qu'on Hein. parlait des causes la fatigue, le stress, l'encrassement, etc. Mais aussi, les chocs émotionnels peuvent être non pas la cause, mais des déclencheurs. Des déclencheurs, la solution d'un conflit. Voilà. Non, mais alors, là, je répète dans ce livre, alors il n'est pas gros, mais il est très agréable. On peut le mettre dans son sac. Nous, femmes, hein, on peut le mettre dans son sac. Les hommes, je pense qu'ils peuvent, à la limite, le mettre dans leur poche. Et puis, effectivement, alors, il est très clair. Il est très clair, c'est pas compliqué, c'est vraiment à la portée de tous. Hein, c'est important parce que n'importe qui peut lire et selon alors les médicaments, les vaccinations, enfin on peut pas parler de tout, hein, parce qu'effectivement il est d'une densité extraordinaire. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Puis chacun peut trouver, bah voilà, on va voir. Ah bah à titre préventif ou quand ça commence, bah alors moi je suis enroué et enrhumé. Pardon. Donc là, je sais pas trop quoi prendre, j'avoue. Alors, donne-moi un conseil. Qu'est-ce que je dois prendre? Je n'arrive pas à me dépêtrer de ce rhume. Je suis jamais malade, mais là, j'ai un rhume carabiné. Moi, de toute façon, je commencerai tout simplement de prendre des huiles essentielles de titri. Titri? Ah, l'arbre à thé, que ça. Ah, l'arbre. Ah oui, le titri. Ah oui, bah j'en ai. Bah ça tombe Voilà. bien. Et donc, Ah bah d'accord. Et ça, c'est bon.
On met un petit peu sur la poitrine, ou on en met un petit peu sur la face avec la peau fine des bras pour que ça pénètre bien. Ça, tu mets 2, 3 gouttes plusieurs fois par jour. On peut même en mettre un petit peu sous le nez pour respirer, ou en mettre sur un mouchoir et de le sniffer. Et c'est déjà, ça commence à déjà être sérieux. Et Bon. on parle beaucoup d'antibiorésistance aujourd'hui, mais ce qui est dommage, c'est que la médecine conventionnelle ne se soit jamais intéressée à l'aromathérapie, parce que ça pourrait sans doute, peut-être, j'en sais pas si ça sauverait tout le monde, mais ça pourrait déjà apporter beaucoup de choses, parce qu'en aromathérapie, moi, quand j'exerçais, ça doit plus, ça se fait plus beaucoup maintenant, mais j'avais un laboratoire qui faisait des aromatogrammes, c'est-à-dire on connaît les antibiogrammes, c'est-à-dire qu'on trouve le germe et on va tester les antibiotiques qui marchent sur le germe, et on n'a plus qu'à donner le bon antibiotique au patient. Mais on peut faire la même chose avec les huiles essentielles. On trouve le germe et on va checker les différentes huiles essentielles pour trouver l'huile essentielle qui va marcher contre le germe. Donc moi, je trouve c'est génial. Et moi, je faisais ça aussi très souvent avec des personnes qui avaient des bronchites chroniques, des poussées de bronchites chroniques ou des choses comme ça. Parce que c'est les huiles essentielles. Mais si ça avait été utilisé aussi d'une manière aussi importante que les antibiotiques, eh bien très certainement qu'on se retrouverait aujourd'hui avec des résistances aux huiles essentielles, comme on trouve des résistances aux antibiotiques. Faut pas se leurrer. Oui, bah c'est ça, oui, parce que le corps s'adapte, hein, Oui. l'organisme s'adapte et tout. Bah écoute, mon cher Luc, alors je vous conseille fortement de lire ce livre, bon, parce que il est en plus plein de bon sens. Que j'aime Voilà. bien toujours dans tous tes livres, c'est que vraiment c'est plein de bon sens. Voilà, c'est le bon sens d'abord, hein, ça c'est clair. Le bon Franchement, sens, le bon sens est d'être resté pragmatique. Comment reste, il y a la théorie, certes, mais qu'est-ce que ça donne dans la pratique? Et ce que j'aime bien avec toute cette petite collection de chez Très Daniel, c'est que toute cette petite collection, qui sont sur des thèmes variés, on a déjà eu oui, l'occasion de parler d'autres sujets, etc., sont des livres à moins de 10 euros. oui, c'est 9,90. Ce qui n'est pas 9,90. cher aujourd'hui, Ah hein, oui, puisque depuis le Covid, bon, bah, tout a augmenté d'une façon exponentielle. Et là, c'est une petite collection. Non, c'est une excellente collection. Le livre est très bien, très agréable, tout est bien. Franchement, pas comme d'habitude, Luc, hein. Comme d'habitude, hein, comme d'habitude. Tu vois, je ne te dézingue pas. Ça va rester. Ça va rester. Ah oui, oui, ça va faire. Ah oui, oui. c'est comme, La prochaine fois, je te dézingue. Eh bien, oui, écoute, c'est comme le lait de vache qui est une vacherie, c'est ça? oui, mais ça c'est drôle, tu vois, parce que bon, on Ah parle oui. de petites maladies ou de grandes maladies. Eh ben, effectivement, c'est bien de mettre de l'humour parce que Ah oui. ça allège, ça allège, hein. Surtout que ces petits exemples-là, c'est de l'humour. Et puis en plus, c'est là encore, comme tu disais, c'est plein de bon sens, de Oui, réalité. oui, 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 oui. Et Mais ça, et ça tu es frappe un mieux. ancien, pardon. Non, je disais que ça frappe mieux, c'est plus agréable d'entendre que des trucs. Faut prendre du zinc à partir de. Oui. Ah oui, là, ça fait un peu, tu vois, Dark Vador. Bon, écoute, je Je te croyais remercie que tu allais me dire Luke. infiniment. Je croyais que c'était Luke Skywalker que tu allais me dire, mais non. Oh, bah, écoute, oh là là. Eh ben, écoute, Luc, je te remercie infiniment, une fois encore, depuis le temps qu'on se connaît, hein, c'est vrai que ça commence à faire, ah ben, ça fait plus de 10 ans, j'ai regardé, ça fait plus de 10 ans déjà. Alors, tu as été un de mes premiers interviewés sur le blog. Alors, ça doit faire 10, 12 ans, à peu près. Hein, quand même, hein. Et on se retrouve toujours avec autant de plaisir. Ah oui, ça, c'est sûr. Puis alors, moi, je te trouve tout en rose. Je mets ma belle chemise. Hein. Ah oui, alors là, tu es resplendissant, resplendissant, franchement. Ah, c'est pas le printemps, parce que généralement, le printemps, on dit, voilà, c'est ça. Mais vraiment, je te trouve resplendissant. Le rose te va très bien. Comme quoi, il faut que je fasse sortir plus mon côté yin, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Alors, l'article sortira, évidemment, je t'enverrai le lien. Mais en principe, il sortira en fin de semaine prochaine. Ça marche. Tout Ça va bien. marche? À très bientôt, Luc, et encore merci. Merci à toi. Au Merci de cette revoir, au revoir.